Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Dans cet épisode, on a choisi de s'interroger sur une question qui revient souvent en médecine du comportement, c'est celle des maladies psychiatriques chez les animaux. En effet, de grands débats animent les spécialistes sur ce sujet. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas énormément de littérature scientifique disponible à se mettre sous la dent et qu'on reste malgré tout dans l'inconnu sur ces questions. Mais on a choisi de vous parler d'un sujet relativement bien documenté, celui de la dépression. Ça tombe bien, c'est un thème d'épisode qu'on nous a réclamé via notre compte Instagram. Un animal de compagnie peut-il être dépressif ? Alors, les propriétaires de chiens, notamment, disent souvent que leur animal a fait une dépression suite à la mort d'un congénère qu'il aimait beaucoup. Et c'est évident que nos animaux de compagnie peuvent éprouver des émotions, même si malheureusement on sait encore trop peu de choses sur ce sujet. On peut quand même citer les travaux d'une vétérinaire italienne, Stefania Ucchedu, qui a travaillé sur le deuil chez les chiens de compagnie. Alors, elle a interrogé 426 personnes adultes, propriétaires d'au moins 2 chiens, et l'un des 2 chiens a survécu à la mort de son congénère. Les propriétaires rapportent effectivement des changements de comportement chez les chiens après la mort de leur compagnon. Ils jouent moins, mangent moins et ils dorment plus. Et ces changements sont d'autant plus visibles que la qualité de la relation entre les 2 chiens était bonne. Donc, on peut dire que les chiens ont une expérience de deuil qui ressemble à celle que nous, humains, pouvons vivre. On n'a pas trop de doute sur le fait qu'un animal puisse éprouver de la tristesse, voire de la détresse ou un grand stress dans certains contextes. Mais le deuil et la dépression sont 2 choses différentes. Et oui, on a cherché ce que disait la Bible des psychiatres, donc c'est le fameux DSM dont on peut entendre parler parfois dans les médias. La traduction française, c'est Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et voici donc la définition qu'on a trouvée dans le DSM pour la dépression. Alors, j'ouvre les guillemets. La dépression, ou plutôt l'état dépressif, est un trouble psychiatrique qui se manifeste par la présence d'une humeur triste, vide ou irritable, accompagnée de modifications somatiques et cognitives qui perturbent significativement les capacités de fonctionnement de l'individu. Le trouble dépressif est caractérisé par des épisodes délimités d'une durée d'au moins 2 semaines, bien que la plupart des épisodes durent considérablement plus longtemps, comprenant des changements manifestes dans les affects, donc c'est-à-dire les émotions, les cognitions et les fonctions neurovégétatives et des rémissions entre les épisodes. En clair, les personnes souffrant d'un trouble dépressif ont des difficultés à éprouver du plaisir, on parle d'anédonie. Il existe de nombreuses hypothèses sur ces causes en médecine humaine. Elles sont d'ailleurs probablement multiples. C'est une affection qui nécessite une prise en charge adaptée et on ne peut pas s'en sortir juste en prenant des vacances par exemple. Les psychiatres font par contre bien la distinction entre la tristesse qu'il est normal de ressentir lors d'un deuil et un épisode dépressif caractérisé. À nouveau, je cite la traduction française du DSM. J'ouvre les guillemets. Le deuil est susceptible d'induire une souffrance significative, mais il n'induit habituellement pas d'épisode dépressif caractérisé. Quand le deuil et l'épisode dépressif caractérisé surviennent simultanément, les symptômes dépressifs et le handicap fonctionnel ont tendance à être plus sévères. La dépression associée au deuil a tendance à survenir chez des personnes qui présentent d'autres types de vulnérabilité aux troubles dépressifs. La question persiste donc. Si on admet que les chiens, et peut-être d'autres animaux d'ailleurs, peuvent vivre un deuil, peuvent-ils aussi ressentir un état dépressif similaire à celui décrit chez les humains ? Alors Mathilde, cette question du modèle animal de la dépression, les chercheurs se la posent depuis très longtemps. Dès les années 60, on a cherché à provoquer cet état d'anédonie chez des rongeurs en laboratoire. Ce sont des expériences qu'on ne referait plus aujourd'hui parce qu'elles sont carrément atroces, on peut le dire. Mais donc, ces anciennes recherches ont consisté à provoquer des stress chroniques et imprévisibles à des rats de laboratoire. On leur proposait ensuite un environnement agréable avec des aliments sucrés qu'ils apprécient et un environnement neutre. Et le résultat est assez marquant. Les rats non soumis au stress préfèrent l'environnement agréable. En revanche, les rats soumis à des stress répétés ne montrent pas de préférence pour un milieu ou l'autre. Ils montrent donc bien une difficulté à éprouver du plaisir, donc la fameuse anédonie. Or, on sait que dans la dépression chez l'humain, le stress chronique est un facteur favorisant. Mais ça, ce sont des résultats de laboratoire. Cette même anédonie qu'on a décrite là chez les rats, elle a été observée aussi chez un autre animal domestique, le cheval.
Des travaux menés par Carole Furex ont en effet consisté à rechercher le même type de symptômes chez les chevaux. 20 chevaux se trouvant dans la même écurie ont été étudiés. Certains de ces chevaux présentaient une attitude en retrait, un manque d'intérêt pour leur environnement. La question a donc été de savoir si l'attitude de ces chevaux pouvait correspondre à de l'anédonie. Et la réponse est malheureusement oui. Ces chevaux consommaient moins de sucre exactement comme les rats de l'expérience. Ils mettaient aussi plus de temps à approcher de la nourriture lorsqu'elle était distribuée. Ces mêmes chevaux présentaient aussi plus de stéréotypies, c'est-à-dire des comportements répétitifs qui sont considérés comme des marqueurs de stress chronique. Et certains auteurs parlent de continuum anxiété-dépression. Le modèle animal choisi, c'est la poule qu'on sépare de ses congénères. On se rend compte alors que les comportements de stress chronique, qui sont évocateurs d'une anxiété, peuvent être des signes avant-coureurs d'un état dépressif si les stimuli stressants persistent. Et ce continuum anxiété-dépression, qui a été décrit chez la poule, il peut aussi être évoqué chez le cheval. Et je pense que malheureusement, nous sommes beaucoup à déjà avoir vu des chevaux à l'attitude générale très éteinte, qui ne s'intéressent pas à leur environnement et restent au fond de leur box. Et oui, Laure, mais ce qui est marquant, c'est que dans les études présentées ici, donc qu'il s'agisse de rats, de poules ou de chevaux, c'est toujours l'environnement qui est source de dépression. Or, chez l'humain, la dépression est probablement, on l'a dit, multifactorielle, avec des prédispositions individuelles. Ce qui est certain, c'est qu'on peut, par l'environnement, provoquer cet état chez l'animal. Une review de la littérature, sortie en 2021, parle de dépression induite par la captivité et liste les différents paramètres pouvant engendrer la dépression. L'exposition répétée à des stress, la restriction de mouvement, la restriction sociale et la douleur chronique. Mais surtout, cette étude ne parle que de dépression induite par la captivité. Il serait intéressant de savoir si l'état dépressif existe chez des animaux sauvages, et ça n'a pas été étudié. En fait, ce qui est envisagé à l'heure actuelle, c'est que la dépression apparaît chez l'animal quand l'environnement exerce des contraintes trop fortes auxquelles l'animal ne peut plus s'adapter. Il ne trouve plus de réponse lui permettant de faire avec ce qui lui est proposé. Et ça nous emmène sur un concept qui a été défini en 1972 par Seligman. Il s'agit du concept de résignation acquise, donc on dit learned helplessness en anglais. Bon, à nouveau, on ne va pas vous présenter des travaux qui sont très éthiques et qui seraient refaits aujourd'hui. Ceux-ci ont consisté à exposer des chiens à des chocs électriques imprévisibles et auxquels les chiens ne pouvaient pas échapper. On les exposait ensuite à un choc auquel ils pouvaient cette fois échapper juste en sautant une barrière. Alors les chiens qui n'avaient jamais été exposés à ces chocs, ils se débattaient, ils manifestaient un stress intense, mais ils finissaient par y arriver à sauter cette barrière et à échapper au choc électrique. Par contre, les chiens qui n'avaient pas pu fuir avant ne fuyaient pas non plus lorsqu'ils en avaient la possibilité. Ils subissaient juste le choc. En fait, ils avaient appris au préalable que rien ne pouvait leur permettre de fuir cette situation très désagréable et donc ils avaient tout simplement arrêté de chercher une solution. Et ce même état de résignation acquise, il a été constaté chez les souris, chez les rats et chez l'humain. Les rats et les souris qui se trouvent dans le même état sont également plus lents à apprendre une nouvelle tâche, moins tolérants au stress et plus sujets à la perte de poids. C'est donc à nouveau un état qui évoque la dépression. Et la résignation acquise a également été observée chez le cheval d'ailleurs. Une propension à la résignation acquise peut être sélectionnée génétiquement chez le rat, donc il existe des lignées de rats résignés. Mais alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été constaté qu'on pouvait diminuer cette propension à la résignation par l'enrichissement de l'environnement. Ce qui nous prouve là encore une origine multifactorielle de la dépression. Mais il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur le sujet et il serait intéressant d'étudier d'autres espèces. Et oui, Laure, on pense notamment à tous les chats d'appartement dont l'environnement est très peu enrichi, ou aux chiens qui n'ont aucun contrôle sur leur environnement et ne décident pas quand ils vont sortir, quand ils vont faire leurs besoins, quand ils vont manger, etc. D'ailleurs, les molécules qu'on utilise pour aider les chiens ou les chats qui souffrent de troubles du comportement sont les mêmes que pour les humains, avec en chef de file la fluoxétine. C'est le principe actif du fameux Prozac qu'on prescrit régulièrement en tant que vétérinaire consultante en comportement. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre ce sujet de la dépression. De notre côté, on essaye de vous préparer un épisode sur les traitements psychotropes en médecine vétérinaire dans les prochains mois. Donc, on reparlera de la fluoxétine à cette occasion. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Et abonnez-vous bien sûr. À très bientôt dans Vétologie.